Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, un podcast d'entretien consacré aux livres récents en histoire. Je suis Rassan Moubarak et j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir Guillaume Pinson, qui publie L'Adieu au journal chez CNRS Éditions. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'université Laval au Québec. Vous êtes spécialiste de la culture médiatique au 19e et 20e siècle, des liens entre la presse et la littérature, ainsi que de l'histoire du journalisme francophone à travers le monde. Vous êtes actuellement en France dans le cadre d'un projet de recherche, et donc ce qui nous donne la chance et l'occasion de vous accueillir aujourd'hui. Dans le présent livre, vous vous plongez dans l'âge d'or du journal papier, et vous faites l'hypothèse que l'ère médiatique a bouleversé le monde à partir du milieu du 19e siècle, avant d'être récemment et assez rapidement balayé par le numérique. Dans cet essai, donc, L'Adieu au journal, vous plaidez en quelque sorte pour faire le deuil du journal. Est-ce que pour vous, cette disparition du journal papier est quelque chose d'irréversible ? En fait, je ne crois pas que ça soit irréversible. L'histoire nous surprend souvent dans ses aléas. Je pense que je pense qu'on va assister plutôt à des phénomènes de recomposition, de persistance de la présence du papier, mais évidemment sous des formes et des ampleurs qui sont très très différentes de ce qu'on aura connu dans l'histoire. Ce livre, c'est un essai qui est assez personnel. Quel est, vous, votre rapport au journal papier ? Parce que vous l'évoquez dans quelques pages du livre. C'est bien sûr votre sujet de recherche central, mais avant même votre carrière académique, c'est quelque chose qui vous a marqué. Oui, je pense que ça a été un rapport... j'ai eu un rapport très très personnel avec le journal, mais en fait comme un peu tout le monde finalement, simplement effectivement avec cet ouvrage j'ai voulu faire un retour un peu plus personnel pour montrer comment le journal m'avait marqué dans ma vie. Bon, c'est pas central non plus dans l'ouvrage, mais il y a quand même des petites ouvertures sur ces moments plus personnels, notamment lorsque je livrais les journaux à Montréal. Donc voilà, faire un peu de l'histoire, mais qui a aussi une dimension un peu plus intime, un peu plus personnelle. Vous écrivez, je vous cite, que c'est à cela que je vais dire adieu au fil de ces pages, c'est-à-dire au journal papier, avec attachement et émotion, car j'ai le sentiment que nous n'avons pas organisé la cérémonie de revoir que cet objet méritait. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a même une certaine nostalgie parmi celles et ceux qui ont connu, donc la génération qui ont connu le journal papier ? Oui, je pense que il y a un effet un petit peu, on pourrait peut-être l'appeler un effet vinyle en fait. Il y a une espèce de petit effet, je crois, là, qui joue en ce moment sur cet aspect nostalgique, qui touche pas nécessairement que le journal d'ailleurs, qui touche souvent les objets culturels qu'on a consommés dans notre jeunesse. Mais avec le journal, là, c'est une dimension très particulière parce que ça a été un objet central dans la vie de tous les jours, dans la vie civique, la vie démocratique, tout point de vue. Et donc, effectivement, j'ai voulu lui dire adieu dans le sens où essayer de comprendre ce qui s'était transformé avec son retrait du monde, en fait. Et justement, alors, avant de parler de son retrait, on peut parler de son avènement. Vous datez le début de l'ère médiatique, donc celle qui a vu l'avènement du journal papier au milieu du 19e siècle, disons quelque part entre 1830 et 1850, et une expansion qui a été très rapide dans les sociétés occidentales. En quoi est-ce que déjà à cette époque, l'irruption du journal était une révolution ? Oui, c'est ça. Alors on peut pas, c'est une datation approximative parce que c'est un processus qui se déroule tout au long du 19e siècle, mais effectivement il y a quelque chose de central qui va se jouer dans les décennies 1830-50, à peu près partout en Occident, qui va faire qu'on va entrer dans une société donc médiatique, la première société médiatique dans l'histoire de l'humanité. Avec le recul, on a un peu l'impression que le journalisme a toujours existé, que ça date de la nuit des temps, mais effectivement pas du tout. Il a une histoire, et donc à partir du 19e siècle, on est entré dans cette ère médiatique qui a bouleversé complètement les structures de la vie humaine, à tout point de vue, personnel, familial, intime, politique, social, et ça s'est joué vers le milieu du 19e siècle. Donc pour moi, c'est une véritable, pour moi et pour d'autres historiens, c'est-à-dire c'est une véritable révolution culturelle, anthropologique, voire, qui a modifié complètement les paramètres de la vie humaine dans des dimensions qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Donc je pense que c'est intéressant de revenir là sur cette révolution. Et vous nous proposez justement d'entrer dans cette histoire par le biais de 4 caractéristiques, 4 marqueurs de cette ère, et je vous propose de les aborder successivement. Le premier marqueur que vous identifiez, c'est que le journal a été en son temps le générateur d'émotions particulières, de nouvelles émotions, ce que vous appelez le nouvel âge des affects. Que voulez-vous dire par là ?
Oui, alors ce que je veux dire, c'est que la proposition dans ce chapitre, c'est que le journal a été le générateur, peut-être pas tant de nouvelles émotions, mais le générateur d'une sorte de massification des affects par lesquels les hommes et les femmes de l'époque se sont mis à ressentir le monde, à avoir un rapport affectif avec le monde, finalement qui était standardisé, ou en tout cas en voie de standardisation. Donc les lecteurs et lectrices du XIXe siècle ont appris à ressentir le monde d'une certaine manière. Donc, un rapport sensible, à vivre un rapport très sensible et donc émotif avec le monde. Et à mon avis, ces émotions, ce rapport affectif au monde a été extrêmement structurant à partir du XIXe siècle, a fait en sorte que on avait plus que jamais dans l'histoire le sentiment d'être connectés les uns avec les autres. Donc, connectés non pas au point de vue concret des liens qu'on peut tisser avec les autres, mais aussi par le fait de sentir qu'on ressent ce que les autres ressentent. Et donc, pour moi, c'est ce nouvel âge des affects, là, et ça, à mon avis, c'est une invention du journal. C'est des effets profonds qu'on a assez peu mesurés jusqu'ici, mais un des effets profonds de la révolution médiatique. Mais cette capacité à faire ressentir des émotions, à les amplifier, à les produire, elle tient aussi au fait que le journal occupait une place centrale dans l'espace public, puisqu'on lisait le journal partout, dans la rue, dans les transports, mais cette lecture était silencieuse, et vous insistez bien là-dessus. Est-ce que c'est pas paradoxal que chacun lise le journal seul, même si c'est au milieu de la foule, mais finalement que ça puisse générer des émotions collectives? Ben oui, c'est ça, mais c'est un peu la tension qui est formidable avec l'arrivée du journal, c'est ce rapport, cette tension en fait, profonde entre individu et société qui se recompose là au 19e siècle avec le journal, à mon avis, puis avec plus largement le phénomène de la lecture silencieuse. Mais je pense que le journal est à la base de ce rapport intime qu'on va avoir avec donc un objet symbolique, mais qui nous met en contact avec des millions d'individus qu'on ne connaît évidemment pas, mais qui nous donne cette illusion de proximité, de rapport sensible avec les autres. Et je crois que c'est justement parce que on se replie dans une lecture individuelle que ce phénomène peut se produire, à mon avis. C'est justement là, ce retour sur soi, cette conviction intime d'être connecté aux autres, elle passe par ce rapport personnel avec l'objet. Et est-ce que ce rituel social, vous avez parlé donc d'un désir de connexion, Oui. Est-ce que comme aujourd'hui, alors pour faire le rapport avec l'ère numérique, est-ce que il y avait également son corollaire, c'est-à-dire la crainte d'une déconnexion? C'est ça, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître ces angoisses qui sont paradoxales, qui sont contradictoires, du fait qu'on a un objet qui nous relie les uns les autres plus que jamais dans l'histoire de la communication humaine, et en même temps qui pourrait être à la source d'une dissolution du social, d'une espèce le journal a été perçu comme un danger pour la société, puisque évidemment il paraît isoler les lecteurs les uns des autres et faire de chacun une sorte d'entité psychique autonome qui n'aurait plus vraiment de lien, qui se refermerait dans sa vie intérieure, sa psychique intérieure. Donc c'est des craintes qu'on voit justement apparaître à cette époque-là, et c'est intéressant donc évidemment de faire le lien avec l'ère numérique que je tresse un peu à travers l'ouvrage, justement cette idée qu'il y a des craintes en fait qui historiquement qui ont émergé dès le 19e siècle avec le journal. Vous indiquez que certaines rubriques du journal jouaient un rôle particulier dans ce système des affects, et notamment la chronique et le reportage, qui auraient ce site particulier que elles ne sont pas formatées formellement comme d'autres rubriques, et que donc elles apportent un espace de liberté rédactionnelle. Comment est-ce qu'on peut le comprendre, ça? Et puis vous insistez aussi sur le fait que ces deux rubriques, par exemple, elles sont aussi le témoin d'une histoire genrée du journal dès le 19e siècle. Oui, c'est ça. Le journal a été... en fait, le journal s'est composé à partir du XIXe siècle, c'est dans sa modernité médiatique, il s'est composé à travers l'invention de genres journalistiques qui n'existaient pas. Il a fallu les inventer, il a fallu partir de presque... En fait, on ne peut pas dire de zéro, parce qu'on est parti finalement d'une large culture littéraire qui a basculé dans le journal. Donc le journal a récupéré les traditions des belles lettres, les manières d'écrire, et puis il a donc inventé des genres à travers, là encore, une sorte de tension qui peut paraître paradoxale entre contrainte et liberté. Donc le journal, c'est un objet de standardisation qui suppose donc d'inventer des genres standards auxquels les journalistes vont se conformer. Et en même temps, de la contrainte, souvent naît des formes de créativité. Et donc là, je pense que la chronique et le reportage sont les deux grands genres de cette liberté de création qui ont émergé dans le journal et qui ont permis aux journalistes d'investir cette question des affects, tout particulièrement.
que ce soit dans la chronique, donc qui est un discours beaucoup plus personnel, qui est plus littéraire, plus engagé, qu'on connaît encore bien entendu aujourd'hui, qui se décline de toutes sortes de manières, et puis dans le reportage, qui s'est lui construit justement, mais précisément sur cette idée qu'un individu va sur le terrain, rencontre d'autres personnes, enquête, pose des questions, et donc se met en scène dans ce processus et entre en contact affectif avec les autres. Et c'est à travers ces affects, cette liberté affective dont fait preuve le journaliste dans le reportage, que le reportage va trouver son sel particulier, l'intérêt pour les lecteurs qui vont avoir l'impression d'être vraiment avec le journaliste sur le terrain. Donc ça, c'est des gens qui sont absolument fondamentaux là dans cette histoire. Le deuxième axe de votre réflexion, Guillaume Pinson, consiste à concevoir le journal comme un appareil à enregistrer les sons. Alors ça, c'est paradoxal et vous le dites vous-même, c'est peut-être un peu farfelu. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des feuilles de papier imprimées puissent avoir capté le son de leur époque? Oui, c'est ça. Écoutez, c'est que là, je me suis parti un petit peu de notre expérience contemporaine. Je me suis dit, le son est partout dans notre univers. En ce moment, on enregistre une émission, le son est mobile comme jamais, on se promène avec des écouteurs. Cette chose-là n'a pas existé de tout temps. Elle est récente. Et je me suis dit, quel était le paysage sonore, l'imaginaire sonore qui pouvait être celui des hommes et des femmes de l'ère médiatique, donc au 19e siècle, au moment de l'âge d'or du journal. Et je me suis dit, finalement, la machine à enregistrer les sons la plus performante que les humains avaient inventée avant l'année 1877, avant que Edison invente sa fameuse machine, là, le gramophone pour enregistrer les sons, eh bien, c'était le journal qui était, à mon avis, Ce qu'il faut comprendre, c'est que le journal de la modernité, c'est un enregistreur de réel. Donc, dans la réalité, il y a des choses à voir, il y a des choses à sentir, à toucher, puis il y a des choses à entendre. Voilà. Et je pense que la dimension sonore est une dimension évidemment essentielle de l'expérience humaine et que les humains donc ont utilisé le journal comme une formidable machine à classer, organiser et rendre compte des sons finalement, parce que ça faisait partie de la réalité qu'il fallait représenter. C'est-à-dire que le lecteur qui lit le journal, en fait, il s'imagine et il reconstruit dans sa tête les scènes qu'on lui décrit, les personnages qui discutent. Absolument, c'est ça, exactement. Je pense que quand vous lisez un journal, pensez-y une seconde, vous voyez des choses. Le texte nous fait voir des choses. Mais je pense qu'au 19e siècle, on avait un imaginaire sonore peut-être plus développé, justement parce qu'il était moins sollicité ou produit par des appareils électroniques comme on les a aujourd'hui. Mais donc, les lecteurs devaient imaginer les sons qu'on leur décrivait, et on leur en décrit beaucoup dans le journal. Et le journal se met à inventer des genres qui sont liés à cette sonorisation du monde. On va inventer l'interview, c'est-à-dire recueillir la parole vive d'un individu qui fait des déclarations. Et c'est ça l'intérêt de l'interview, c'est de nous faire entendre, si je peux dire, la parole de quelqu'un d'autre. C'est un exemple parmi d'autres, mais donc il y a ce rapport très très important au son, à la musique, la description de la musique, la critique musicale, la reproduction de partitions de musique. On le faisait abondamment dans les journaux quotidiens, on reproduisait en pleine page des journaux, des partitions musicales, pour inviter à jouer au piano, rejouer des grands succès, chanter chez soi des chansons. Donc je pense que la dimension sonore est extrêmement présente dans le journal. Oui, puis vous avez parlé des interviews, vous donnez même l'exemple des illustrations qui, au-delà de l'aspect visuel, aussi comportaient la légende, en fait, et parfois des dialogues en bas de page. Il y a énormément le journal est entré dans un âge du parlant avec la légende sous l'illustration. Avant qu'on invente le phylactère en bande dessinée au début du XXe siècle, le journal est entré dans un âge du parlant en faisant dialoguer des personnages donc dans la légende, c'est un petit genre médiatique qu'on a inventé justement pour ça, pour faire parler ou donner des informations sur une illustration. Et puis vous nous rappelez également que dans notre imaginaire collectif, le monde du journal est bruyant en lui-même. Au-delà de ce qu'il peut raconter des événements et de la société autour, on a tous en image les films hollywoodiens, on voit les salles de presse extrêmement bondées, les presses rotatives qui tournent. Ouais. Et puis vous dites que en fait le journal crée du bruit, mais même dans la rue, puisqu'il y avait un métier qui aujourd'hui a pratiquement disparu, qui est celui de vendeur à la criée. Oui. Je crois que vous-même, vous en avez fait l'expérience, donc racontez-nous ça. Et puis en quoi... que représentait finalement ce métier de vendeur à la criée à son apogée dans le journal? Oui, c'est sûr que le journal n'est pas un élément silencieux du monde, en fait. Lorsque le journal envahissait les villes, il était bruyant et s'accompagnait de crieurs. Et dans l'imaginaire collectif, le journal est un objet qu'on produit bruyamment. Les salles de rédaction, dans nos imaginaires, on les imagine, tout le monde tape à la machine, le téléphone cesse de sonner, les journalistes s'apostrophent. Et ça, c'est un imaginaire qu'on voit beaucoup dans la littérature, dans le cinéma, depuis l'ère médiatique. C'est très intéressant de voir ce monde bruyant et grouillant du journalisme, qui est une sorte d'analogie
de la cacophonie du monde, je crois, du fait que le monde est aussi bruyant dans la réalité. Les villes sont bruyantes, l'espace urbain, la réalité est extrêmement sonore. Et donc voilà, les crieurs de journaux étaient une population qui a aujourd'hui en fait complètement disparu. Là, il en reste, vous l'avez peut-être vu, mais un dernier, dit-on, à Paris. Oui, alors c'est Ali Akbar. J'ai appris ça en lisant votre livre qui officie à Saint-Germain-des-Prés, dans le quartier à Paris. Oui, et j'ai appris, hasard du calendrier, que cette semaine, il a été décoré de l'ordre du mérite. Absolument, c'est ça. Donc pour souligner l'emblème, je pense qu'on est entré dans cet âge de la nostalgie du papier. On l'en fait. Le président Macron en fait une sorte d'emblème. Je crois qu'il dit la voix de la presse française. Alors faut voir comment c'est. Voilà, le petit personnage de crieur est entré. Ça a toujours été une figure médiatique, mais là est entré dans l'âge de la nostalgie du médiatique d'une certaine manière. Pour ma part, j'ai jamais été crieur de journaux. Il y a quand même une discussion. Moi, j'ai livré le journal très tôt le matin. J'allais de maison en maison dans un quartier de Montréal, et donc je livrais la presse tous les matins dans le silence de la nuit qui se terminait. Donc c'était une autre expérience. Mais ça, justement, ce métier de livreur est très important, puisque ça fait partie de la chaîne du journal, comment on produit une information et comment on la livre au lecteur. Et la troisième analyse que vous proposez, c'est celui du journal comme justement premier média de masse à l'échelle du globe. Or, Guillaume Pinson, les journaux ont par nature presque un ancrage local, que ce soit la petite gazette du coin, la presse régionale ou les grands titres nationaux. Ils sont quand même ancrés sur un territoire. Comment est-ce qu'on peut construire une histoire globale, mondiale de la presse qui ne soit pas la simple addition de ces petites histoires individuelles? Oui, c'est la grande question que je me pose depuis quelque temps et qui transparaît là dans ce troisième chapitre de mon ouvrage. C'est cette idée que le journal a été le premier, en fait, a été un vecteur central de la mondialisation, une sorte de globalisation culturelle qui s'invente au XIXe siècle. Elle est passée par le journal et par le fait que finalement, effectivement, chaque journal est ancré dans un territoire, mais on est face à un phénomène si massif de diffusion si important à toute échelle dans tous les territoires qu'il me paraît, d'un point de vue, disons, historique, inenvisageable de pas considérer que tout ça qu'on peut en faire l'histoire d'une manière générale. Et ça n'a jamais été fait. L'histoire globale est à la mode, l'histoire connectée est très très à la mode, mais curieusement, le journal échappe en général à l'attention de l'histoire globale. À mon avis, c'est justement parce qu'on le perçoit d'abord, on a le réflexe du journal comme c'est un réflexe qui est juste, c'est-à-dire qu'on le conçoit comme avant tout et presque essentiellement comme un objet associé directement à un territoire et une communauté. Or, quand on commence à dézoomer un peu le regard, on voit bien que tous les journaux, à partir du XXe siècle, sont interconnectés. Ils ne fonctionnent qu'ainsi. Il n'y a pas de journal sans autres journaux. C'est impensable. L'autonomie est rigoureusement impossible dans ce système. Ils sont tous interreliés, ils sont en concurrence, et on entre dans un âge de la viralité, dans lequel on voit, et maintenant on le sait par certaines études, que les corpus se mettent à circuler à grande intensité, grande vitesse d'un journal à l'autre. Ils s'imitent, ils se plagient, si on veut, dans des phénomènes qui annoncent la viralité numérique d'aujourd'hui. Mais c'est déjà en place. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire une histoire générale de ce système pour voir comment il s'est construit, comment il s'est diffusé à l'échelle du globe, et comment est-ce qu'on peut concevoir qu'une première, effectivement, globalisation culturelle s'est effectuée, dans la mesure où le journal était probablement le premier vecteur de cette globalisation culturelle, et c'est aussi l'outil qui racontait l'histoire de cette globalisation. Je rebondis sur la notion de connexion que vous avez abordée. Vous prenez l'exemple de la presse francophone, puisque évidemment c'est le corpus que vous connaissez le mieux. Et vous distinguez en fait deux grandes catégories, deux grandes sphères. La première, c'est celle des journaux qui paraissent dans les pays francophones, la France, Suisse, Belgique, le Québec. Et puis ceux qui paraissent dans les pays non francophones, qui vont parler plutôt à une catégorie spécifique dans la population. Est-ce que ces deux grandes sphères sont connectées? Est-ce que est-ce que le lecteur d'un journal à l'autre bout du monde se sent faire partie d'un même ensemble que le lecteur parisien ou québécois? Alors, on n'est pas dans une forme de standardisation totale et d'interconnexion totale à cette époque-là entre les lecteurs. Donc la réponse rapide serait non. Mais on est certainement dans un espace d'une certaine conscience des uns et des autres et d'une internationalisation de l'information. Ça, oui. Avec l'usage, effectivement, moi je me concentre sur la langue française, mais il faut comprendre que la langue française est la langue majeure de la communication au XIXe siècle, devant l'anglais.
c'est une langue culturelle beaucoup plus importante, c'est une langue diplomatique, politique, extrêmement importante. Et donc, le français est une langue de standardisation médiatique. C'est-à-dire, elle joue le rôle que l'anglais va jouer à partir un peu plus tard au XXe siècle. Et donc, les lecteurs, qu'ils soient dans une grande capitale, une grande ville francophone, Montréal, Québec, Genève, Paris évidemment, ou qu'ils soient dans une petite, dans un contexte allophone, donc dans un contexte d'une petite ville dans lequel une élite, parce qu'évidemment là on est dans un lectorat un peu niché hein, lorsqu'on s'éloigne de ces grands centres, mais oui, a conscience de se situer dans un espace, on pourrait dire relativement homogène. On le voit parce qu'on fait des dépouillements croisés en ce moment avec ma petite équipe là pour lire des journaux à travers le monde. On fait des coupes synchrones, puis là on se voit bien, c'est la même actualité évidemment il y a un ancrage local, il y a une actualité locale, mais on revient partout sur des éléments d'actualité qui touchent des grandes zones à travers le monde, et on voit bien qu'un lecteur, qu'il soit en ce moment, on pourrait le voir dans l'Empire ottoman, par exemple, ou qu'il soit à New York, ou qu'il soit déjà au Brésil, entend parler déjà des mêmes nouvelles hein, qui circulent d'un journal à l'autre. Je vais citer quand même le nom du projet de votre équipe, Guillaume Pinson. C'est un projet qui s'intitule Une histoire littéraire mondiale de la presse en français, 1830-1930, qui est soutenu par le Conseil de recherche en sciences humaines au Canada. Et puis effectivement, vous livrez quelques exemples de titres de journaux qui ont aujourd'hui disparu. Alors j'imagine que vous le livrez avec un certain amusement, puisqu'il y a l'Abeille de la Nouvelle-Orléans, oui. L'Avenir du Tonkin, le Courrier australien, le glaneur Moldo-Valac, donc en Moldavie, Roumanie. Oui. La plupart de ces titres du 19e siècle ont disparu au 20e siècle. Oui. Et donc, c'est le témoin de l'empire de papier, de l'empire de velours, je crois, donc oui. de l'influence française qui va décliner aussi au 20e siècle. Oui, c'est ça. Oui, vous évoquez l'empire de velours. Donc, je me suis appuyé sur la thèse de David Tocqueville sur ce qu'il appelle l'empire de velours, donc l'influence française à travers le monde, qui passait non pas donc au 19e siècle, non pas par les armes ou la colonisation, qui est un mouvement qui allait s'amplifier beaucoup plus à partir de la fin du 19e siècle, mais par une sorte de persuasion culturelle à tous les niveaux, que ce soit dans des biens de luxe ou alors dans la lecture des romans hein, qui captivaient les lecteurs à travers le monde. Et donc il y a effectivement ce que j'appelle donc la presse de velours qui intéressait les lecteurs qui étaient désireux de se connecter à cette actualité culturelle, littéraire, en général dominé évidemment par Paris, mais qui donnait lieu à des formes d'appropriation et d'imitation locale, hein, qui a permis aussi d'inventer des formes d'expression littéraire locale. C'était le cas par exemple en Louisiane, là vous évoquiez l'Abeille de la Nouvelle-Orléans. La Louisiane c'est un très beau cas d'école là-dessus, sur l'importance des journaux francophones qui au XIXe siècle ont permis l'essor d'une identité culturelle locale. Quatrième et dernier marqueur de l'ère médiatique, Guillaume Pinson, c'est celui de sa temporalité. Alors ça aussi, c'est un paradoxe qu'il faut que vous nous explicitiez, parce que quand le lecteur lit le journal, il prend connaissance d'événements qui se sont déroulés, qui ont été fixés, donc on serait tenté de croire que le journal parle du passé. Or pour vous, non, l'ère médiatique, elle s'intéresse surtout au futur. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Bon, vous aurez compris, c'est ça, dans le livre, que je m'amuse à prendre des petites hypothèses un petit peu originales, un petit peu provocantes. L'idée dans ce dernier chapitre, c'est que effectivement, le temps central de l'ère médiatique, c'est l'invention du futur. C'est le futur. L'idée, c'est, il faut se remettre un peu dans le contexte. On reçoit un journal qui est la seule source d'information de l'époque, à part le bouche à oreille, bien entendu, mais c'est l'objet central de communication entre les humains. On reçoit son journal et là, on l'a sous les yeux et on le lit. Que se passe-t-il ? On apprend des nouvelles qui se sont déroulées il y a quelques heures, un jour ou deux, ou plus que ça, sous le temps. Et donc, le passé est important. Le présent, il est un peu fantomatique, parce que le présent, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est en train de se dérouler, mais le journal n'a pas eu le temps de l'enregistrer, c'est pas encore fait. Donc, le seul présent qu'on a, c'est le journal, c'est l'acte de lecture. Et tout l'intérêt, à mon avis, toute la puissance de conviction et de séduction de la presse, c'est de nous dire, le meilleur est à venir. C'est pour ça que vous lisez les journaux. Vous vous souvenez, dans l'ouvrage, j'évoque la question du roman feuilleton. C'est devenu l'immense objet culturel inséré dans le journal, cette idée de découper des romans en tranches et de terminer chacune des livraisons par « à suivre ». Alors, ce rapport au futur que j'évoque là-dedans, c'est ça, c'est ce qui fait qu'on voulait lire la presse avec autant de passion
et de désir de savoir ce qui se déroulait autour de soi, c'était que le meilleur était devant nous. Il y a une sorte de suspense, en fait, hein, une attente, une anticipation des événements qui faisait, à mon avis, le plus grand intérêt de la lecture. Donc, à mon avis, le futur est le temps central qui coordonne le journal à cette époque. Et pour abonder, vous signalez que le découpage du temps était aussi différent, puisque au mieux c'était un quotidien, donc il fallait patienter 24 heures pour connaître la suite, alors qu'aujourd'hui, avec l'accès continu sur Internet, on n'a plus forcément de pause. C'est ça, je prends comme emblème les gestes, on pourrait dire très simples, mais qui en disent beaucoup, je crois, sur ces sociétés, la différence entre la société médiatique et la société numérique. Le feuilletage du journal, donc un geste horizontal, on lit une page, il y a ce moment où on tourne la page et puis il y a un petit temps d'arrêt, qu'est-ce qui va arriver, donc il y a ce phénomène d'attente, et puis à un moment donné, on ferme le journal, puis là, il faut attendre le prochain, il n'y en a plus. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans un scrolling infini, on déroule à l'infini nos pages. Alors, ma petite thèse, si je veux dire, le petit éditorial que je ferai là-dessus, c'est que justement, aujourd'hui, on a écrasé le futur. On n'a plus ce moment d'attente. On a écrasé notre perspective du futur parce que finalement, on est dans une espèce de consommation boulimique, dans un geste de déroulement infini. Tandis que c'était peut-être pas nécessairement mieux ou tout ça, mais il y avait ce moment, en tout cas, quand on fermait un journal, il fallait attendre, et je pense que dans cette attente, on avait des effets de projection vers le futur, de méditation sur le temps, qui sont radicalement transformés aujourd'hui. Et puis pour rajouter un exemple qui m'est venu à l'esprit en vous lisant, même dans les cultures numériques modernes, on a aussi ce mouvement comme ça d'accélération, puisque quand on prend les séries télé jusqu'à il y a 10 ans, c'était un épisode qui sortait par semaine. Aujourd'hui, la série sort en entier. Donc finalement, il n'y a plus à suivre même numérique. C'est ça, on la dévore en une nuit. Non, c'est un autre rapport là. Ouais. Pourtant, alors, même si vous invitez un peu à faire le deuil de ce journal papier, vous n'opposez pas, je tiens à le signaler dans le livre, l'ère médiatique de l'ère numérique. Est-ce qu'il y a dès lors des leçons de l'ère médiatique qui pourraient nous être utiles aujourd'hui à l'ère numérique ? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, il faut... la leçon qu'on pourrait tirer, peut-être centrale, c'est-à-dire, je pense qu'on peut être optimiste. C'est là que je vois qu'on est dans une période de désarroi médiatique, si je peux dire. On est inquiet des effets, justement, on parlait des affects, des émotions, on est fait donc les effets sur la santé, sur les jeunes. Oui, c'est ça, le problème de la surconsommation d'écran, le fait, tous les enjeux de polarisation, les enjeux de conflits en ligne, la haine qu'on voit se dérouler en ligne, tout ça. Bon, je pense qu'on est dans une période de profonde transformation, réadaptation de tout le système médiatique. C'est un peu une évidence là de le dire, mais là où les leçons de l'histoire sont intéressantes, c'est que on est déjà passé par là. Lorsque le journal au XIXe siècle s'est imposé, ça a été une gigantesque vague de transformation du monde. Et les humains de l'époque ont dû s'adapter à ça. Et ils ont été dans le même état de désarroi que nous. Hein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit comme inquiétude, condamnation, tout ça. Et donc, ils ont inventé un système, certes imparfait, mais en tout cas, ils ont inventé un certain système, donc avec des formes de régulation, des formes de rapport au temps, aux affects, qui se sont stabilisés pendant environ un siècle et demi. Et ça a grosso modo relativement fonctionné. Hein. Encore une fois, je suis pas dans un cadre utopique, mais je veux dire, voilà. Et donc, ce qui déclenche aujourd'hui cette vague un petit peu de regret, on se dit mais on a perdu tout ça. Mais je me dis mais en même temps, on va trouver, je l'espère, des formes de solutions, de régulation, de manières de faire notre information et de nous raconter le monde tous les jours. Mais ça sera plus comme au 19e siècle, ça c'est sûr. Et pour terminer, alors justement quelque chose qui n'est plus en lien avec le 19e siècle, on parle souvent à la fin des entretiens de la couverture des livres. La vôtre présente un groupe d'enfants qu'on devine des vendeurs de journaux à la criée. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, enfin l'origine de cette photo et ce qu'elle raconte ? Oui, alors c'est des enfants qui sont livreurs de journaux aux États-Unis au début du 19e siècle. Alors j'ai reproduit dans l'ouvrage 4 ou 5 de ces photographies qui sont absolument formidables. C'est un sociologue et photographe américain du début du 20e siècle, qui a fait une grande enquête sur le travail des enfants à travers les États-Unis. Qui s'appelle Lewis Hine. Lewis Hine, c'est ça. Et
donc, il est allé dans les usines, dans les ateliers, et il a des centaines et des centaines de clichés d'enfants vendeurs de journaux. Les plus jeunes avaient 5-6 ans. Et vendaient, n'allaient évidemment pas à l'école, vendaient les journaux au coin des rues dans les grandes villes américaines, et ils étaient des milliers à travers les États-Unis. Et donc là, cette photo, elle exprime ça, elle nous montre ces enfants. C'était l'objectif de Lewis Hine, c'était de nous montrer, nous faire voir le travail des enfants, le scandale du travail des enfants, nous faire voir ça, et que nous dire finalement, vous voyez, vous avez le plaisir de lire votre journal tous les matins, c'est parce qu'il y a des petits esclaves qui travaillent pour vous. Je voulais faire un clin d'œil sur nos propres contradictions de l'ère numérique, où nous aussi on fait travailler nos enfants pour pouvoir avoir le plaisir de lire de consulter nos écrans. Et donc ces photos sont extrêmement touchantes parce que le photographe effectivement nous montre ces enfants qui nous regardent avec leurs grosses piles de journaux. Et voilà, c'était des petits malheureux, des petits esclaves de l'ère médiatique finalement. Donc c'est c'est une belle collection qui est en ligne, qui est en libre accès sur la bibliothèque du Congrès à Washington. Merci beaucoup en tout cas Guillaume Pinson d'être venu parler de votre essai stimulant. Alors là, on est en plein paradoxe puisque les auditeurs vont l'écouter, vont écouter le son. Mais j'imagine que la plupart des auditeurs sont aussi des grands lecteurs et donc je leur recommande fortement d'aller lire votre livre qui s'appelle L'adieu au journal. C'est paru chez CNR Éditions tout début janvier, donc déjà disponible en librairie. Merci beaucoup d'être venu à ce micro pour parler de ça. Merci, c'était un grand plaisir. Et quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro.